Bon ben ça y est, on a Donald Trump qui s'assoit littéralement sur le monde, il a commencé avec l'Europe et puis il continue avec les autres pays, je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite on a eu également oh la vache, Jérôme Powell qui a surpris le marché dans le sens où en fait il a limite annoncé qu'il n'y aurait pas de baisse de taux même en septembre, c'est assez étonnant. On va analyser ça ensemble, comme d'habitude on va regarder ce qui se passe au niveau des news, analyser un petit peu ce qui se passe au niveau du marché et je répondrai comme d'habitude à toutes vos questions. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un commentaire et surtout à venir regarder ce qu'on vous propose autre part, surtout si vous êtes débutant, parce que là pour le coup de regarder les news d'économie, la macroéconomie, c'est pas forcément conseillé quand on est débutant. Vous allez croire que je dis, enfin vous allez être complètement largué sur ce que je vais vous dire. Bref, trêve de bavardage, let's go. Alors comme d'habitude au lancement de la vidéo, juste je vous montre où on en est. Alors là pour le coup l'habitude elle change pas, hein. On est à 118 000, voilà, sur Bitcoin ça fait 30 jours quasiment qu'on est à 118 000, donc il se passe pas grand chose. Par contre là où il y a un peu de mouvement, c'est sur la dominance de Bitcoin qui a complètement craché quand on a eu Ethereum qui a bien remonté, ensuite c'est revenu, ensuite c'est retombé et là ça revient un petit peu, comme je vous l'ai dit, on va revenir dessus tout à l'heure, il ne faudrait pas repasser au-dessus des 62,57%, on va revenir dessus. Bref, donc ce que je voulais vous expliquer qui est très important au niveau des news, c'est que donc cette semaine, à savoir mercredi 30 juillet, on a eu tous les GDP qui sont tombés, donc c'est vraiment le cœur de l'argent qui a été fait dans chacun des pays, on va dire ça comme ça. En France, il a été un petit peu supérieur à ce qui était attendu, et pour le coup, ça surprend un petit peu les gens qui pensaient avoir récession, blablabla. Italie, Allemagne, ça baisse, ok, très bien. Au niveau de l'Europe, eh ben, ça monte aussi un peu plus que ce qui était prévu, mais ça baisse quand même par rapport au précédent, très bien. Et là où en fait on a un réel vrai coup, c'est sur celui des États-Unis qui est quand même beaucoup plus haut que ce qui était attendu, qui était lui-même déjà attendu très haut. Donc ce pourquoi on a eu un discours de Jérôme Powell le soir même, mercredi. Donc bien évidemment il n'a absolument pas baissé les taux, ça c'était attendu, mais c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il a eu un discours en expliquant, regardez, ça se passe très bien, nous fonctionnons très bien, on a l'inflation qui baisse, la reprise économique, alors qu'on n'a même pas trop baissé les taux, franchement on est des génies. Et du coup, résultat des courses, ça s'est inversé. Ce que je vous montre là, c'est les prédictions pour le prochain FOMC, donc qui est dans 6 semaines, c'est toutes les 6 semaines, donc qui aura lieu le 17 septembre 2025, et bien juste avant qu'il parle, c'était pile poil inversé, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 60% de gens qui pensaient qu'on allait donc baisser de 0,25 points de base et 40% qui pensaient qu'on allait rester. Et là, c'est l'inverse, on est de retour à beaucoup plus de gens qui pensent qu'on ne baissera toujours pas les taux. On verra. Et surtout, ce qui est entre guillemets inquiétant, quand je dis inquiétant, c'est pour les marchés, pour le fameux bull run, pour tout ce que les gens attendent, c'est qu'en fait, quand tu regardes les prochaines prédictions du 29 octobre, tu te rends compte qu'en fait, il y a très peu de gens encore qui pensent qu'on va baisser de 0,25 et qu'en décembre, il y en a encore beaucoup qui pensent qu'on aurait baissé que de 0,25 sur tout le truc. Tu dis, waouh, c'est assez ouf. Pour l'instant, voilà les prédictions qu'on a au niveau donc de la macroéconomie, qui est vraiment un point indispensable quand on s'intéresse à faire un placement, tout simplement parce qu'il faut comprendre l'économie et comprendre comment ça fonctionne rapidement. Donc, cette semaine, certaines infos qu'il ne fallait pas louper, donc je vous en ai déjà quand même parlé beaucoup, c'était notamment la politique monétaire américaine, les résultats, le rapport de toute l'administration de Trump, etc., le PIB français, bref, on a regardé tout ça. Aujourd'hui, on a eu certains résultats, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau de MicroStrategy notamment. Ah, et on a eu l'inflation en France, j'ai pas fait gaffe de ça tout à l'heure. Inflation qui n'a pas bougé, ok, très bien. Et les PCE qui sont tombés aux États-Unis, ouais, bon, pas de dinguerie. Et après, on a demain donc le rapport c'est Jolt, je crois que ça s'appelle, le rapport donc de l'emploi aux États-Unis, qui est quand même assez important parce que c'est quand même quelque chose que Jérôme Powell regarde de très près et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Voilà, à peu près ce qui se passe cette semaine. Et là où je vous l'ai mis un peu dans le titre, c'est surtout donc les accords donc des États-Unis qu'il y a avec les différents droits de douane un petit peu de partout. Et on a eu donc l'Union Européenne nous-mêmes, où on s'est littéralement rabaissé devant Trump. On lui a dit oui, très bien, vas-y, mets tes droits de douane. Ok, 15%.
Ok, avant c'était combien? 3%. Ok, on passe de 3 à 15%. Avant, quand il n'y avait pas Trump, hein. Parce que là on était à 10%, il avait menacé du 20 ou du 30% le 1er août, finalement c'est 15%, les gens se réjouissent, alors que c'est catastrophique pour l'Europe. Deuxièmement, c'est le Japon qui est catastrophique aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent avec le Japon, et le Japon c'est pareil, je crois qu'ils étaient à 2%, avant Trump ils sont passés aussi à 15 je crois, à vérifier, je sais plus si c'est 15 ou 20, je sais que c'est une dinguerie. Donc voilà, donc on a vraiment Donald Trump qui s'est complètement assis sur le monde, comme ça, voilà, il a montré sa dominance, et vraiment nous on peut juste lui titiller les boules, c'est assez catastrophique en soi. C'est très bien pour les États-Unis, hein, c'est pour ça qu'ils s'en sortent. D'ailleurs, c'est pas forcément Jérôme Powell qui doit se féliciter, c'est sur cette gestion-là. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que c'est une gestion qui fonctionne très bien, court terme, moyen, long terme, c'est une catastrophe. D'accord ? Je reviendrai dessus pendant les news. On a aussi des événements qu'il ne faut pas louper sur le point crypto blockchain en août 2025. Vous pouvez regarder donc notamment ça sur Cryptost avec des meet-up. Il y en a un petit peu de partout, notamment avec Alpine Chain à Grenoble qui se retrouve. On a Bitcoin Nantes également. Et ce qui est attendu, c'est l'événement donc de Biarritz, le Chaka Biarritz, qui était anciennement donc NFT Biarritz, qui est quand même un gros événement. Théoriquement, vous allez pouvoir voir certains membres de l'équipe de Bamboufin y aller normalement. Moi, je ne peux pas parce que je serai en vacances à ce moment-là. Mais c'est toujours intéressant d'aller se renseigner sur ce type d'événement crypto pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et puis vous verrez que tout le monde est accessible. Alors là, j'y suis pas, mais quand on était allé à CryptoSer avec Alex par exemple, vous pouvez venir nous parler, vous verrez qu'on discute avec tout le monde et pas des gens qui se pensent à péter plus haut que leurs fesses. Bref. Ensuite, au niveau des news, un petit peu ce qui se passe actuellement. PayPal accélère dans la crypto avec les marchands US qui peuvent maintenant encaisser plus de 100 crypto-monnaies. Encore une fois, ça arrive. Ça arrive. Le fait de pouvoir payer en crypto-monnaie un petit peu de partout, ça arrive. Et là, les gouvernements vont devoir s'accrocher. Pas aussi simple que ça, ça arrive très vite. Ensuite, on a le Monero, et ça c'est assez intéressant, qui est un petit peu sous tension actuellement parce qu'on a le fondateur de la blockchain Cubic qui est assez connu pour son système de sécurité qui menacerait apparemment, en tout cas sur X, de faire une attaque 51 sur le Monero. Et en fait quand tu regardes ce qui se passe, tu as notamment cubic.org qui se trouve avoir une grosse puissance donc de ce qui se passe au niveau donc du minage du Monero et qui menace un petit peu le Monero de faire une attaque 51%. Voilà, ensuite, est-ce qu'on a des réelles chances que cela se passe? Je vous invite à vous renseigner un peu plus et puis vous verrez, en tout cas de ce que j'ai vu, que pour l'instant c'est beaucoup de on dit et beaucoup de peut-être et beaucoup de voilà, parce que ça me paraît beaucoup trop gros, voilà, très simple. Mais en même temps, c'est quand même un sujet qui est sur tous les tableaux, notamment les tokens anonymes, 100% anonymes, comme le Monero qui est le king de ces tokens là, notamment le Zcash aussi, il y en a certains autres qui sont donc bien évidemment détestés des gouvernements, qui sont appréciés, très appréciés, des gens qui aiment bien avoir 100% une vie libre sans qu'on puisse espionner, etc. etc. Oubliez les trucs de terrorisme et tout ce genre de choses parce que c'est quand même catastrophique de penser que c'est que ça les cryptos, hein. Encore une fois ça me fatigue un petit peu, mais bref. Donc, faites attention, comme d'habitude, c'est toujours intéressant de se renseigner. Et là, vous avez deux projets, comme ça au moins vous allez pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe à ces sujets-là. On enchaîne avec donc la SEC qui pour l'instant a mis une petite pause, encore une fois, sur, vous savez, le trade share de Truth Social Bitcoin ETF, là, l'ETF donc du projet de Donald Trump. En vrai, c'est juste une pause. Ce serait très étonnant que ça ne passe pas. Voilà. Je pense que d'ici quelques jours, on va avoir cet ETF qui va être validé par la SEC. C'est juste qu'ils ont temporisé un petit peu pour regarder on ne sait pas quoi. Peut-être qu'ils leur ont demandé 2-3 changements. Mais ça ne changera pas le fait que ça va être accepté.
Ça, en vrai, c'est une mauvaise nouvelle. Et ça, c'est le résultat donc de la politique de réglementation européenne MiCA beaucoup trop stricte qui fait que du coup, on a ce type d'information, à savoir que KuCoin ne peut plus proposer ses services à tous les résidents français, comme ça l'a été plusieurs fois, notamment sur les futurs avec Binance, sur Bybit, etc., etc. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas en accord avec la trop forte réglementation qu'il y a, notamment sur les KYC et aussi sur la gestion de l'USDT. Voilà, donc il faut s'y faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, vous avez certaines solutions que je communique au Premium. Si vous voulez devenir Premium, il y a une offre en plus actuellement. Ça c'est drôle, mais on a le layer 2 de Base qui surpasse Solana en termes de tokens créés actuellement. Alors c'est pas sur le long, hein, parce que vous voyez quand on a les données de Dune, on se rend compte que par jour il y a quand même en moyenne 30 000 nouveaux jetons Solana qui sont créés. Hein. Les 3/4 c'est des mêmes coins, même quasiment tous c'est des mêmes coins. Et là on voit que on avait Base qui avait perdu beaucoup d'entrain depuis le début de l'été, et là Base est reparti mais en folie furieuse avec des pics à limite 50 000 tokens créés dessus. Voilà, 54 341 nouveaux tokens le 27 juillet. Moi il fut un temps où 20 000 tokens, c'était l'ensemble des tokens qui étaient présents sur CoinMarketCap. 54 000, c'est la création en une journée. Donc vous vous doutez bien, franchement, vous vous doutez bien que si vous allez investir vos fonds de livret A et je sais pas quoi sur ce genre de token éclaté au sol qui vient d'être créé, c'est même plus un risque que vous prenez, c'est directement prendre son argent et le foutre à la poubelle. Donc ne faites pas ce type de bêtises là, renseignez-vous, mais surtout éduquez-vous. C'est pour ça qu'on a créé le projet Bamboufine avec mon associé, parce que le plus important c'est l'éducation, d'accord? Apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain, c'est vraiment le plus important. Et croyez-moi, vous nous remercierez dans quelques années, mais vraiment grassement. Bref, on continue avec donc le FMI qui continue d'affirmer que le pays n'achète plus réellement des bitcoins. Je mets des gros guillemets parce que tu verras que tu as le portefeuille donc du Salvador qui est connu, qui continue de recevoir des bitcoins, et que en fait ils expliquent que c'est toujours pas eux qui en achètent, blablabla. Faut se rappeler des 1,4 milliard de dollars qui avaient été balancés par le FMI en chantage, dans le sens où tu n'achètes plus de bitcoin. Bon, c'est des petits chantages de cours de récréation mais à plusieurs milliards de dollars, c'est assez drôle. Ça y est, ça commence à arriver de façon beaucoup plus puissante que ce qu'on avait. Parce que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de choses là, bien évidemment, ça fait des années. Mais là, on en a de plus en plus, avec beaucoup de pubs, etc. aux États-Unis qu'on ne voit pas en France, mais notamment des milliardaires, des conseillers économiques, des directeurs d'entreprise, etc., etc., qui conseillent directement de prendre une partie de nos avoirs en dollars, en euros, et de les mettre sur Bitcoin. 15%, c'est énorme, et ils disent ça dans quel but? À peu près dans le même but que Satoshi Nakamoto quand il a créé Bitcoin, à savoir la menace de la dette grandissante qui est obligatoirement à exploser dans quelques mois, semaines, années. Donc attention, comme d'habitude. Parce qu'il y en a certains comme moi qui ne pensent pas que c'est Bitcoin qui s'apprécie face au dollar, que c'est plutôt le dollar qui se pète la gueule face au Bitcoin. Ensuite, tactique. Ah oui, je reviens parce que quand j'ai les documents officiels comme ça, je me suis perdu. Vous savez qu'on est depuis quelques semaines maintenant à surveiller un petit peu le conflit qu'on a entre Realty et donc la ville de Détroit aux États-Unis, parce qu'on avait la ville de Détroit qui a accusé Realty donc d'avoir acheté des maisons qui étaient insalubres, etc., etc. Et ben cette fois-ci, du coup, on a directement la société de Realty qui attaque donc la ville de Détroit pour contrer un petit peu tout ce qui se dit sur ces sujets-là, et on verra bien comment ça va se passer tout ça, parce que Realty c'est quand même le seul projet que les gens ont entendu
qui permet de faire de la tokenisation d'immobilier, notamment aux États-Unis. Donc c'est assez intéressant pour ça. Ensuite, ça fait du bruit, mais que pour nous en France, alors que ça fait longtemps qu'on le connaît dans le sens en anglais. Mais si vous voulez, vous avez entre guillemets la face cachée du white paper de Bitcoin, à savoir donc les documents qui relatent les discussions de Satoshi Nakamoto avec les autres cypherpunks avant donc la mise en ligne de Bitcoin officiel en 2008. Ça fait longtemps qu'on l'a en anglais, mais là c'est pour ceux qui n'ont pas du tout le niveau en anglais, ça a été traduit. Vous pouvez récupérer donc les premières communications de Satoshi Nakamoto traduites en français si ça vous intéresse. Ça fait longtemps que je les ai lues, donc c'est quand même assez intéressant de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé là. Je vous spoil directement, mais en fait ce personnage-là, c'était quelqu'un qui était passionné donc d'informatique, bien évidemment, et de cryptographie, hein, parce qu'il fait partie de ceux qui l'ont inventé, mais aussi, et c'est l'un des seuls justement dans cette partie-là, passionné de monnaie, d'économie, de macroéconomie, parce que quand tu sors Bitcoin comme ça avec de telles valeurs, c'est que tu as obligatoirement un bagage qui est extrêmement solide sur la gestion de la monnaie et notamment de la pensée de l'école autrichienne, parce que c'est exactement cette présentation là qu'on peut retrouver en fait dans ses dires de ce qu'il avait écrit avant. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez remonter dessus et les lire, ça ne vous fera pas de mal. Ensuite, on enchaîne avec ce petit tweet sur X de Ki Young-ju qui revient sur le transfert donc des 80 000 bitcoins qui avaient dormi pendant 14 ans. Et en fait, à force de chercher, donc vous savez, on revient sur ces fameux 8 wallets de 10 000 bitcoins là, qui ont bougé un petit peu de partout. Et on félicite les nouveaux qui nous rejoignent, bien évidemment, en direct sur YouTube et sur Twitch. Let's go. Et en fait, ça appartiendrait donc il y a 14 ans à un fameux hack de MyBitcoin qui a été hacké donc le 4 août 2011 et que en fait du coup Galaxy Digital pardon, qui donc demande le droit donc de ces bitcoins là, il ne sait pas si il s'était renseigné à ce point là. De savoir en fait à qui il les récupère, à un voleur potentiellement ou quoi aux caisses, et donc pour un voleur potentiellement aussi. C'est pour ça que c'est intéressant éthiquement, on va dire, d'analyser un petit peu ce qui s'est passé là-dessus et de comprendre. En tout cas, cette affaire n'est toujours pas terminée et à analyser de près quand même, parce qu'il y a potentiellement un personnage qui se ferait quand même beaucoup d'argent, hein, parce que 80 000 bitcoins, personnellement je les ai, je stresse, hein. Je sais pas comment tu dors quand tu as autant d'argent sur le même truc, mais alors même sur 8 wallets, hein, c'est là en termes de sécurité, ça doit être très très flippant. Bref. Ça, c'est ce que je vous expliquais donc tout à l'heure, c'est que du coup l'Europe a choisi la soumission plutôt que l'affrontement face à Donald Trump. Ça avait tout d'abord choisi l'affrontement, puis d'un coup, à un jour près de la potentielle attaque de Donald Trump qu'il aurait très certainement fait, hein, de mettre les droits de douane à 20 voire à 30% le 1er août, ils se sont dit bon allez, hein, on va baisser la culotte 5 minutes, qu'est-ce qu'il veut, 15%, ok, on va passer à 15%. En vrai, c'est catastrophique. Vous vous rendez pas compte, mais c'est catastrophique pour tout le monde, même pour eux aux États-Unis, hein, mais bon, donc c'est assez ouf. Et c'est marrant parce que ça passe, alors que le jugement de Donald Trump sur le fait qu'il n'ait pas eu le droit de mettre en place tout ce bazar-là n'est toujours pas passé. Donc on verra bien. Depuis, on a eu le Japon aussi qui est passé, et d'autres, hein, qui continuent à baisser la culotte tout simplement de Donald Trump pour lui dire bon voilà, vas-y, let's go. Bref, donc ça, je veux juste faire une petite piqûre de rappel parce qu'il y a quand même beaucoup trop de la puissance de la XRP Family qui pense encore une fois pendant trop longtemps que le token XRP va aller taper les 1000 $. Donc voilà, le marché déjà répond un petit peu à ma place avec de l'open interest qui baisse. Alors certes, le marché de XRP ne s'est pas pété la tronche, hein, regardez, on a toujours les 3 $ qui sont tenus pour l'instant, mais je veux juste rappeler que on est sur 3 $. On est très loin des 10 $, encore plus loin des 100 $, et on est à des littérales années-lumière des 1000 $, d'accord? Donc il faut quand même se calmer et analyser ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et en le cas, le XRP à 1000 $, ça n'est pas possible, d'accord? Parce que
il faut regarder la market cap, s'il vous plaît. Ensuite, on a Hyperliquid qui a un petit peu de tension actuellement parce que c'est quand même l'un des seuls protocoles décentralisés qui permet de faire ce type de trading qui fonctionne très très bien, et quand c'est le seul, bah, du coup il est un petit peu pris d'assaut et du coup bah, un peu surchargé. Il y a des remboursements annoncés parce qu'il y a certaines choses qui ne passent pas. Personnellement je l'utilise pas, je pense qu'Alex l'utilise un petit peu, je sais pas s'il a reçu un peu des problèmes ou quoi, mais c'est la première fois qu'on arrive à avoir une possibilité de trading décentralisé. Ça veut dire ce que ça dit aussi, c'est assez intéressant, donc il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Bref, on continue et après je répondrai à toutes les questions. Je vois qu'il y a certaines personnes qui arrivent sur le live là. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent là, que vous soyez sur TikTok, Twitch ou YouTube. J'arrive, je finis de faire l'enregistrement pour la vidéo et je réponds à toutes vos questions juste après. Crypto-monnaie, ça c'est très drôle. Enfin moi je trouve ça drôle dans le sens où c'est pas marrant, hein. C'est drôle dans le sens c'est bizarre. L'Algérie a promulgué une interdiction complète et totale des cryptos. Voilà. Donc quand les gens me disent ouais le gouvernement il peut pas interdire les trucs et tout, je le répète, il ne peut pas interdire quelque chose qui est décentralisé. Voilà. Interdire toute activité liée aux crypto-monnaies, achat, vente, possession, minage, usage, machin, tu ne peux pas interdire quelque chose qui est décentralisé. C'est la même chose qu'interdire de vivre, tu ne peux pas. Voilà, donc je sais pas ce qui se passe, prison, lourdes amendes, tout ce que tu veux. Bonne chance parce qu'on ne peut pas interdire quelque chose qui est en peer-to-peer. Voilà ce qui se passe. On a Michael Saylor qui s'est exprimé mardi parce qu'on avait Bitcoin qui donc galérait sous les 119 000 $, et il a sorti une citation donc de Phil Knight. C'était laquelle? Attendez, il faut que je la retrouve. The cowards never started and the weak died along the way. Ça c'est très intéressant. Voilà, donc en gros c'est que les c'est pas les perdants, ceux qui ont peur tout le temps là. J'ai plus la traduction française. Ne commencent pas, alors que ceux qui ont peur meurent dans le chemin. Bref, on s'en fout. Pour vous expliquer que c'est toujours intéressant, et il est obligé de le dire parce que il commence à acheter gros sur Bitcoin. Je vais vous le montrer en direct, ce sera plus simple. Vous pouvez aller sur le site de stratégie et vous pouvez aller regarder sur les purchases. Et donc la dernière fois c'était donc le 29 au moment où il a expliqué ça, et il en a acheté énormément. Et ça y est, du coup c'est officiel, on a dépassé donc les 73 000 $ de valeur moyenne de ce qu'il a dit. Et je vous avais expliqué qu'il y avait des fortes chances qu'on y arrive et que à cause de ça, on puisse baisser en dessous de la valeur moyenne de Saylor et qu'il soit obligé de se justifier. Je pense sincèrement que c'est une possibilité qu'on puisse faire au mois d'août, on verra bien en fonction du catastrophe qu'on a ou quoi. Il a quand même acheté pour 2 milliards 500 millions de nouveaux bitcoins à 117 000 $, hein, donc forcément ça fait péter son prix, hein, parce que c'est quand même de très très gros coups. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas investi aussi fort. La dernière fois c'était quand même en 2024, donc c'est pour vous dire, c'est une vraie dinguerie. C'est vraiment une dinguerie comme ce qui nous a sorti, et c'est même étonnant qu'il a acheté ça aussi haut. Mais encore une fois je le répète, c'est ce qui permet de tenir le Bitcoin aussi haut, parce qu'en fait il y a des achats mais monumentaux comme ça qui permettent donc de garder Bitcoin à une valeur de 118 000 $. Chaque fois que ça baissait un petit peu, tu vois, c'était quand? C'est là le 29, quand il a racheté, on a eu ce petite repoussée direct. Je sais pas jusqu'où il pourra le faire, en tout cas il a beaucoup d'argent pour pouvoir le faire, encore beaucoup, hein, pendant encore au moins jusqu'à 2026, mais il y a bien un moment, encore une fois je le répète, il va devoir vendre, hein, donc on verra bien et on suivra tout ça comme d'habitude. Bref, en attendant, ça se passe bien, il est extrêmement gagnant, d'accord, même si pour l'instant son prix moyen de Bitcoin ne fait que augmenter. Et ensuite, on finit avec cette news-là. La Banque Centrale Européenne s'inquiète de la domination du stablecoin dollar. Et ça me fait rire. Parce qu'à côté de ça, ils ont accordé à la Société Générale française de faire un stablecoin dollar. On a très peu, voire pas beaucoup de stablecoins euros qui sont intéressants. Le seul, c'est Circle qui l'a fait, donc c'est même pas français, ils ont fait un Euroc. Et
les seuls projets européens, français qui auraient pu sortir quelque chose d'intéressant, eux-mêmes sortent un stablecoin dollar. Tu te dis, vraiment, c'est vraiment... Nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous-mêmes, quoi. C'est exactement ça qui se passe. Assez fou, je trouve. Bref. En tout cas, en ce qui concerne aujourd'hui, au niveau du marché, eh ben, on est sur un petit vert de la part donc de certains altcoins. On a un petit retour de pump qui avait pris quand même un gros coup, mais on a surtout une grosse puissance de ENA. Effectivement, ENA et l'écosystème ENA, comme c'est de la partie du stablecoin, où est-ce que je vous l'ai mis ENA? Hop, il est extrêmement puissant. Voilà. On n'est pas encore allé chercher donc le top qu'on avait eu en décembre 2024 suite du coup à l'élection de Donald Trump, où en fait on avait vu qu'il avait mis ses pattes dedans, etc., où je vous avais expliqué comme d'hab que c'était vraiment pas le moment de rentrer. Franchement, je pensais pas que ça allait péter au-dessus des 1$. On est quand même allé chercher les 1,32 fois. Ça m'avait un petit peu étonné. Après, on s'est complètement pété la tronche jusqu'à descendre à 23 centimes, et là on est quand même remonté. On a fait quasiment un x3 par rapport à ce plus bas là, parce qu'en fait vraiment la partie des stablecoins, ça intéresse énormément. Ça me fait penser un petit peu à l'UST avec le Luna à l'époque, parce que c'était un écosystème comme les ENA, mais cette fois-ci on a appris des erreurs, et théoriquement il y a un projet qui devrait permettre de tourner moyen long terme. Voilà ce que je voulais vous expliquer un petit peu là-dessus. Ensuite, la dominance de Bitcoin, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pour l'instant elle est en train de stagner, il ne faut pas passer au-dessus des 62,57. Pour l'instant on a Bitcoin qui stagne, on a Ethereum qui stagne aussi, qui n'arrive pas à aller chercher les 4000, mais qui en vrai est normal en train de temporiser de cette grosse hausse là. C'est normal, d'accord, parce que ça fait partie des projets qui ont beaucoup d'argent. Les gens ils se disent tiens ok, pourquoi il stagne alors qu'il a pris que 50%, quand tu vois d'autres projets qui peuvent faire des 200% dans la journée, au genre de trucs et tout. Ethereum en termes de valeur, forcément il y a beaucoup d'argent, donc il y a quand même beaucoup de respiration qui est attendue, avec des gens qui ont profité de cette giga hausse quand même. Il faut quand même pas oublier qu'on est quand même allé chercher les 1400, hein. Donc il y a quand même beaucoup d'argent, de faire un x2, x2,5 sur quelques millions, ça vous fait quelques millions, d'accord. De faire un x2, x2,5 sur quelques milliers, ça vous fait toujours pas grand chose, d'accord. Alors que sur des millions, ça fait quand même énormément d'argent. Donc ces gens-là, ils en ont beaucoup, ok. Donc c'est normal. Alors que les plus petits projets bougent beaucoup plus vite. Le Solana pour l'instant, il a complètement bloqué sur les 200-206 comme je vous l'ai expliqué. Il a même bloqué sur les 191, donc c'est à voir. Ça ne m'étonnerait pas d'aller chercher les 164. Le King, c'est le BNB, donc il est allé chercher de nouveau un plus haut à 860$. Là pour le coup, c'est parce qu'en fait ils ont toujours cette même politique, hein, côté Binance, etc. Donc de racheter puis de brûler, donc ça fonctionne jusqu'à ce qu'on arrive à taper donc l'endroit où il n'y en aura plus de burn, et on verra quand ça va se passer à ce moment-là, parce que là où tu as Saylor qui tient le marché Bitcoin, et tu as Binance qui tient le marché donc du BNB, parce qu'en fait il les rachète, il les brûle, donc ça fonctionne très très bien comme ça. Sans ça, ça serait difficile d'évaluer à quel prix on serait actuellement. En tout cas pour l'instant on est vraiment sur quelque chose d'à peu près stable, et sur les autres cryptos il se passe pas grand chose, comme vous pouvez le voir notamment sur la partie donc de l'autre là que vous voyez ici, qui n'arrive pas à passer les 300 milliards. Quand vous voyez le total de toutes les cryptos qui a largement dépassé son plus haut, quand tu vois le total sans Ether et sans Bitcoin, tu vois donc que c'est grâce notamment à Solana, BNB qu'on a pu aller chercher, mais qu'on n'est pas allé chercher plus haut que ce qu'on avait fait en décembre 2024. Et quand tu regardes après le top 10, tu vois que c'est très compliqué. Donc on est encore assez loin d'une grosse alt season, même si je pense sincèrement qu'on va la connaître dans l'année 2025. On verra comment ce cycle va se dérouler. De toute façon, bien évidemment, aucun cycle ne se ressemble, hein, même ce qu'on a connu. Donc il ne faut pas se focaliser sur le passé, plutôt se focaliser sur le présent comme d'habitude, mais connaître le passé, c'est toujours très très important, parce que de toute façon, connaître le futur, c'est absolument impossible. Voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok, Twitch et YouTube. N'oubliez vraiment pas la principale information quand même que je vais vous faire passer, c'est apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain. Vous savez que c'est vraiment le mantra de la société Bamboufine, qui devrait être votre mantra également. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, on a des prix qu'on a mis en place pendant très
très peu de temps sur le Premium, notamment si vous avez une entreprise, etc., vous souhaitez vous faire accompagner, bienvenue, envoyez-nous un email à contact@bamboufine.io, on vous répondra. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je ne vous trouverai pas la semaine prochaine. Je vais en informer aussi un peu tout le monde parce que j'ai de la famille à la maison pour la première fois depuis très longtemps et du coup je ne ferai pas donc les lives parce qu'ils seront là, donc pas de live la semaine prochaine et pas de cours premium de prévu, donc je vous tiendrai au courant et je vous expliquerai ça, mais comme ça je vous le dis directement dans la vidéo et en même temps dans le live. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne soirée, on se retrouve dans une semaine pour tous ceux qui sont sur la vidéo et ceux qui sont en live là encore, restez, je vais répondre à vos questions pendant une dizaine de minutes. Ciao à tous ceux de YouTube.